Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un classique, un livre qui fait parler depuis des décennies. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est sorti en 1936, imaginez. Et pourtant, on en parle encore énormément. Oui, c'est assez fou. Et l'idée, c'est vraiment de décortiquer ça ensemble. Exactement. Notre but, c'est d'aller chercher les principes clés, les exemples marquants, et surtout de voir comment on peut les appliquer concrètement aujourd'hui. Et puis, on va pas se mentir, on va aussi se demander si tout ça est toujours pertinent, quoi. C'est la bonne approche. Carnegie, il partait d'un postulat assez fort, basé sur ses recherches à lui, qui disait en gros que 85% de notre succès, pas juste financier, mais perso aussi, viendrait de nos compétences relationnelles. Et seulement 15% des compétences techniques pures. C'est énorme, hein. Carrément. Donc son livre, c'est un peu une sorte de guide pratique, le fruit de ses observations, de ses expérimentations sur ce qui marche ou pas entre les êtres humains. Voilà, alors on va regarder ça de plus près, on va extraire les grandes idées, illustrer avec des anecdotes du livre. Certaines ont un peu vieilli, soyons clairs, Oui, faut le dire. mais elles sont souvent très parlantes. On va chercher ce qui nous inspire et aussi peut-être ce qui coince un peu aujourd'hui. Prêt? C'est parti. Alors commençons par le tout début, la base selon Carnegie pour gérer nos interactions. Le premier principe est assez direct. Oui, Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. voilà. Ça semble presque bateau, mais pourquoi c'est si fondamental d'éviter la critique? En fait, parce que la critique, quasi systématiquement, ça met l'autre sur la défensive. C'est humain. On se sent attaqué, l'ego prend le dessus, ça crée du ressentiment, et au final, ça change rarement les choses positivement. Ça ne construit rien. Exactement. Des gens comme Skinner l'ont montré en psychologie. Critiquer ou punir, ça apprend surtout à éviter la critique ou la punition. Ça ne motive pas à adopter le bon comportement sur le long terme. C'est souvent contre-productif. Carnegie prend l'exemple de Lincoln, qui était furieux contre un de ses généraux. Il écrit une lettre incendiaire, et puis il la pose. Il ne l'envoie pas. Il réalise que ça n'arrangerait rien, au contraire. C'est ça. Facile à dire, hein, mais quand on est sous le coup de la colère. L'autre exemple, celui de l'ingénieur sécurité avec les casques, est intéressant. L'ordre direct, genre mettez vos casques, ça mène à une obéissance un peu forcée. Oui, à reculons. Alors que demander gentiment si les casques gênent, expliquer calmement pourquoi c'est important, d'après Carnegie, ça a beaucoup mieux fonctionné. Moins de friction, plus de. Coopération. C'est exactement ça. La critique, ça blesse, ça ne motive pas durablement. Alors, c'est quoi l'alternative? C'est le deuxième grand principe, apprécier honnêtement et sincèrement. Ah, l'appréciation. Mais attention, il insiste sur le honnêtement et sincèrement, pas la flatterie bas de gamme. Tout à fait, c'est la différence clé. La flatterie, elle est fausse, elle est souvent égoïste, on cherche à obtenir quelque chose. L'appréciation sincère, elle est altruiste. Elle se focalise sur l'autre, sur ce qu'il fait de bien réellement. L'histoire de Charles Schwab est assez incroyable là-dessus. Le grand patron de l'acier, il disait qu'il était payé une fortune, pas pour sa technique, mais pour sa capacité à insuffler l'enthousiasme justement par l'appréciation. C'est puissant, hein. C'est très puissant. Et ça touche à un besoin humain fondamental, le besoin d'être reconnu, de se sentir important. Des penseurs comme William James ou John Dewey en parlaient déjà. Mais comment on fait la différence concrètement entre flatterie et appréciation? L'intention, c'est la clé. Et souvent la spécificité. Dire t'es super, c'est sympa, mais bon. Dire j'ai vraiment aimé la façon dont t'as présenté ce projet, c'était hyper clair et structuré, là c'est un impact différent. C'est précis, c'est ciblé. Prenons un cas pratique. Imaginons un collègue dont le travail est moyen, un peu comme le concierge dans l'exemple du livre, qui ne faisait pas bien son ménage. La critique directe, on a vu, ça risque de le braquer. Oui, ou de le démotiver encore plus. Alors, comment on applique l'appréciation sincère? Carnegie suggère de trouver quelque chose, même petit, que la personne fait bien, et de le souligner, mais sincèrement. Ça peut ouvrir une porte pour parler du reste plus tard. Exactement. Ça crée une connexion, une ouverture, là où la critique ferme la porte. Et ça nous amène tout naturellement au troisième principe. Susciter un vif désir chez l'autre personne. Ah oui, l'analogie de la pêche. On n'a pas de pâle poisson avec des fraises, parce que nous, on aime les fraises. Voilà. On utilise ce que le poisson aime. Pour motiver quelqu'un, il faut parler de ses envies, de ses intérêts, pas seulement des nôtres.
C'est là que ça devient intéressant et peut-être un peu subtil. Comment on fait ça sans que ça ressemble à de la manipulation? C'est la grande question. L'idée, comme disait Henry Ford cité par Carnegie, c'est d'arriver à se mettre à la place de l'autre, voir les choses de son point de vue. Comprendre sa perspective. C'est ça, et chercher un intérêt commun. Ce n'est pas manipuler que de se demander qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de faire ça, quel avantage pour lui. Si on trouve ça et qu'on lui présente les choses sous cet angle, Ça peut marcher. L'exemple du petit Tim qui refuse d'aller à la maternelle. Son père ne le force pas. non, il lui peint un tableau de toutes les choses amusantes qu'il pourrait y faire, il crée l'envie. Ça marche pour un enfant et pour un adulte aussi. Carnegie donne l'exemple de sa négociation pour louer une salle de bal. Il a d'abord listé tous les avantages pour l'hôtel avant de parler de son propre besoin. Et il a obtenu ce qu'il voulait, parce qu'il a abordé ça du point de vue de l'autre. Alors, petit exercice de pensée. Si on doit confier un projet, disons, pas très sexy, à quelqu'un de son équipe, comment on suscite son désir sans le forcer? Au lieu de juste dire «faut faire ça», on pourrait peut-être chercher avec lui ce que ça peut lui apporter. Nouvelles compétences, visibilité. Qu'en pensez-vous? C'est tout à fait ça. Trouver le «what's in it for me», mais du point de vue de l'autre. Transformer une corvée potentielle en opportunité. C'est ça, susciter le désir. D'accord. Donc on a nos 3 fondamentaux, éviter la critique, apprécier sincèrement et parler des désirs de l'autre. Maintenant, comment faire pour que les gens nous apprécient tout simplement? Carnegie donne plusieurs pistes. La première, intéressez-vous sincèrement aux autres. C'est un pilier. Carnegie est assez radical là-dessus. Il dit qu'on se fait plus d'amis en 2 mois en s'intéressant vraiment aux autres qu'en 2 ans en essayant, nous, de les intéresser à nous. C'est une inversion de perspective en fait. Complètement. Ça demande un effort conscient. Poser des questions sur l'autre, sur ses passions, sur ce qui l'anime. Pas juste parler de soi. Pensez à Theodore Roosevelt, qui préparait ses rencontres en se renseignant sur les centres d'intérêt de ses interlocuteurs. Et là encore, le mot-clé, c'est sincèrement. Faire semblant, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Oui, ça ne marche pas longtemps. Mais un intérêt authentique, ça crée une connexion réelle. L'exemple du vendeur qui obtient une commande non pas en parlant de son produit, mais en s'intéressant à un débat que son client préparait. Oui, c'est très parlant. Ensuite, un outil d'une simplicité presque déconcertante. Sourire. Un vrai sourire, hein. Pas le sourire commercial crispé. Ça communique tellement de choses sans un mot. La chaleur, l'ouverture, la sympathie. C'est vrai que ça change l'atmosphère d'une interaction. Carnegie raconte l'histoire d'un homme, William Steinhardt, qui a transformé son quotidien, même son mariage, juste en décidant de sourire davantage. Ça paraît presque trop simple. On sous-estime souvent la puissance du non-verbal. Le sourire en est un exemple éclatant. Et dans la même veine, il y a un autre point crucial. Se souvenir que le nom d'une personne est, pour elle, le son le plus doux et le plus important. Ah, les noms. Le cauchemar de beaucoup de gens, moi y compris. Oui, c'est un effort, mais l'impact est énorme. Utiliser le nom de quelqu'un, correctement, c'est une forme de reconnaissance individuelle très forte. C'est un compliment subtil. Jim Farley, le conseiller de Roosevelt, avait apparemment un système pour en mémoriser des milliers. Impressionnant. Andrew Carnegie lui-même donnait les noms de ses partenaires ou amis à ses usines, comme l'aciérie Edgar Thomson. Mais est-ce que ça ne peut pas virer à la technique un peu calculée? C'est une bonne question. Encore une fois, c'est l'intention qui prime. Si on fait l'effort, par respect, pour montrer à l'autre qu'on le voit comme un individu unique, c'est très positif. Si c'est juste une case à cocher dans une stratégie de vente, ça risque de sonner faux. Napoléon III avait aussi ses astuces apparemment. Répéter le nom, l'associer à quelque chose, l'écrire. L'outil en soi est neutre. C'est ça. C'est l'usage qui fait la différence. Pour créer du lien, il faut aussi, et c'est essentiel, être un bon auditeur. Encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Ah, l'écoute. La vraie écoute active. Ce n'est pas juste se taire en attendant son tour. Non, c'est être présent, montrer qu'on s'intéresse, qu'on cherche à comprendre. Exactement. Poser des questions ouvertes, acquiescer, peut-être reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. C'est offrir son attention pleine et entière. Et c'est une forme de flatterie très puissante au fond. Les gens adorent parler d'eux si on leur en donne l'occasion sincèrement. L'exemple du technicien de la compagnie de téléphone qui passe des heures à juste écouter un client furieux. C'est extrême, mais ça montre bien comment l'écoute peut désamorcer une situation tendue. Tout à fait. Donc, s'intéresser, sourire, utiliser le nom, écouter.
Et logiquement, ça amène au principe suivant. Parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Toujours cette idée de décentrer la conversation de soi, découvrir ce qui passionne l'autre et rebondir là-dessus. Si quelqu'un adore les siens, lui parler de chiens créera un lien bien plus vite que de disserter sur notre dernier voyage. Ça demande de la curiosité. Et parfois un peu de préparation, comme Roosevelt. Oui, mais ça montre un respect fondamental pour l'univers de l'autre. Et le dernier point de cette section, pour se faire apprécier, faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. C'est un peu la règle d'or appliquée au quotidien. C'est ça, les petites choses, un s'il vous plaît, un merci, reconnaître une compétence, une qualité. Emerson disait qu'on peut apprendre quelque chose de chacun, trouver ce petit quelque chose et le valoriser sincèrement. Jo avec cette étoile polaire, hein, la sincérité. Évitez la flatterie vide. C'est vraiment le fil rouge de Carnegie. Sans sincérité, tout s'écroule. Bon, on a vu comment créer du lien. Passons maintenant à la partie peut-être la plus stratégique. Comment convaincre, comment influencer, amener les autres à notre point de vue, mais sans heurts. Le premier conseil de Carnegie est assez radical. Oui, le seul moyen de gagner une dispute, c'est de l'éviter. Éviter la dispute. Mais comment on fait quand on n'est pas d'accord? Carnegie dit qu'une confrontation directe, une dispute frontale, ne convainc jamais vraiment personne. Ça braque, ça renforce les opinions de départ, ça blesse les égos. Même si on pense avoir gagné sur les arguments, on a souvent perdu la relation. Donc, mieux vaut chercher à comprendre le point de vue de l'autre, même s'il nous semble complètement faux. C'est l'idée. Accueillir le désaccord non pas comme une bataille à gagner, mais comme une occasion d'apprendre pourquoi l'autre pense différemment. C'est très contre-intuitif, ça, hein. On a tellement envie de prouver qu'on a raison. Je sais, c'est humain. Mais si le but est de convaincre, la dispute est rarement le bon chemin. Alors, si on ne se dispute pas, que fait-on? Deuxième principe, respectez les opinions de votre interlocuteur. Ne lui dites jamais qu'il a tort. Ouch. Celui-là aussi, il pique un peu. Oui, ne jamais dire vous avez tort, mais s'il a tort. L'idée, c'est que dire vous avez tort, c'est une attaque directe contre l'intelligence, l'amour-propre de l'autre. Ça ferme la porte immédiatement. Benjamin Franklin, raconte Carnegie, avait appris à nuancer. Il me semble que, dans telles circonstances, l'issue pourrait être différente. Je pourrais me tromper, mais j'ai l'impression que... Des formulations plus douces qui ouvrent la discussion au lieu de la clore. Exactement. Ça permet d'examiner les faits ensemble sans que l'autre se sente jugé ou attaqué. L'exemple du vendeur de bois qui, face à un inspecteur très dur, ne le contredit jamais frontalement mais l'amène petit à petit à revoir son jugement. C'est assez malin. Et si c'est nous qui avons tort? Là, le conseil est clair. Si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. Ah oui, sans détour. Pas d'excuses bidons, pas de minimisation, reconnaître pleinement et rapidement. Carnegie raconte son histoire avec le policier quand son chien n'avait pas de laisse. Au lieu de discuter, il a immédiatement admis son tort avec enthousiasme, presque en s'excusant plus que nécessaire. Et ça désarme complètement l'autre. Ça demande de l'humilité, c'est sûr, mais ça coupe court aux reproches, ça montre une certaine intégrité, et ça facilite souvent une résolution beaucoup plus rapide et apaisée. C'est souvent plus efficace que de s'enfoncer dans des justifications bancales. Carrément. Autre principe pour convaincre en douceur, commencer de façon amicale. La fameuse goutte de miel attire plus de mouches qu'un gallon de fiel de Lincoln. Même dans une situation tendue, commencez par un mot gentil, un terrain d'entente. L'amabilité ouvre les esprits, l'hostilité les ferme. C'est assez logique. Et puis, il y a la méthode socratique. Poser des questions qui amènent l'interlocuteur à dire oui progressivement. C'est un peu le guider vers notre conclusion sans qu'il s'en aperçoive. C'est un peu ça, mais l'idée est moins de manipuler que de construire un cheminement logique commun. On pose une série de questions auxquelles l'autre ne peut que répondre « oui », basées sur le bon sens ou des faits acceptés. Chaque « oui » crée un élan psychologique positif. Ça rend plus difficile de dire non à la question finale qui amène à notre point. Le vendeur Westinghouse qui utilise ça pour vendre ses moteurs en faisant valider chaque avantage par le client étape par étape. Voilà, c'est une technique de persuasion subtile qui repose sur l'accord progressif. Carnegie insiste aussi beaucoup sur le fait de laisser l'interlocuteur parler tout son soul. Et même, principe suivant, lui laisser l'initiative de la conversation ou l'impression que l'idée vient de lui. Ça, c'est fascinant. Oui, parce que les gens sont naturellement plus attachés à leurs propres idées ou à celles qu'ils pensent avoir eues. Si on arrive à faire émerger notre idée comme si elle venait de l'autre, ou à lui donner le sentiment qu'il y a contribué de façon majeure, son adhésion sera beaucoup plus forte.
C'est stratégique, ça. Mais ça demande de ravaler un peu son ego, non? De ne pas chercher à avoir le crédit. Exactement. C'est un choix. Est-ce qu'on veut avoir raison et le crédit, ou est-ce qu'on veut que l'idée soit adoptée et mise en œuvre? Question concrète. Imaginons on a une super idée en réunion. Et hop, le chef ou un collègue la reprend à son compte. Quelle réaction avoir? Et inversement, dans quel cas est-ce que ça peut être carrément une bonne tactique de laisser l'autre posséder l'idée? C'est un dilemme classique. La frustration est normale, évidemment. Mais parfois, si l'objectif premier c'est le résultat, laisser le crédit à quelqu'un qui a plus d'influence ou dont l'adhésion est cruciale, ça peut être le moyen le plus sûr d'y arriver. Ça dépend vraiment du contexte, des enjeux, de la culture d'entreprise aussi. C'est une question de dosage et de priorité. Tout à fait. Deux autres principes très liés, qui sont vraiment au cœur de l'empathie, Oui, c'est forcer sincèrement de voir les choses du point de vue de l'autre et accueillir avec sympathie ses idées et désirs. oui. Là, on est vraiment dans l'empathie pure. Essayer de comprendre le pourquoi derrière ce que l'autre dit ou fait, même si on est en désaccord total. Se poser la question, si j'étais lui, avec son histoire, ses contraintes, ses peurs, comment je verrais les choses? Ça aide à désamorcer pas mal de conflits, j'imagine. Énormément. Et la sympathie, même face à de la colère ou de la frustration, ça peut neutraliser les émotions négatives. La phrase magique de Carnegie, « Je ne vous blâme nullement de penser ainsi. Si j'étais vous, je penserais sans doute exactement comme vous. » Ça demande un sacré effort de décentration, ça. Oui, mais c'est très puissant. Et enfin, pour cette partie sur la persuasion, faire appel aux nobles sentiments. C'est-à-dire, Partir du principe que les gens veulent être justes, honnêtes, faire ce qui est bien. C'est pas un peu naïf? peut-être un peu idéaliste vu de l'extérieur, mais Carnegie, citant J.P. Morgan, dit que les gens ont souvent deux raisons d'agir. La vraie raison, parfois un peu égoïste ou pragmatique, et la bonne raison, celle qui sonne bien, qui correspond à leurs valeurs affichées. Et donc, il faut s'adresser à la bonne raison? De l'équité de l'autre. Ça peut être étonnamment efficace, parce que les gens aiment se voir sous un jour favorable. L'exemple du propriétaire qui convainc un locataire mécontent de rester en faisant appel à sa réputation d'homme juste. D'accord, on voit le principe. On arrive à la dernière grande partie, les comment être un leader ou simplement comment corriger, guider, changer des attitudes. Sans offenser, sans braquer. Premier conseil, commencez par des louanges sincères et de l'appréciation. Toujours pareil, hein. Préparer le terrain. C'est la métaphore du barbier qui revient. On savonne bien avant de raser. Une remarque positive et sincère au début rend la critique ou la suggestion qui suit beaucoup plus digeste. Ensuite, faire remarquer les erreurs ou les points améliorés, mais indirectement. C'est la fameuse différence entre dire c'est bien, mais il faudrait et c'est bien, et si on faisait ça en plus, ce serait encore mieux. Exactement. Le mais annule souvent ce qui précède. Le est ajoute, construit. La subtilité, ça préserve la fierté de l'autre. Schwab, qui voit ses employés fumer sous un panneau interdit de fumer, il ne les engueule pas. Il leur offre un cigare à chacun et leur dit « Les gars, j'apprécierais que vous alliez fumer ça dehors. » C'est indirect mais efficace. Malin. Autre approche, pleine d'humilité. Mentionner ses propres erreurs avant de critiquer celles de l'autre. Ça change tout. Se mettre au même niveau, montrer qu'on n'est pas parfait non plus, qu'on a aussi fait des erreurs similaires. Ça réduit considérablement la posture défensive de l'autre. Il se sent moins jugé, plus enclin à écouter. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Poser des questions plutôt que de donner des ordres directs. Ah oui, très puissant. Au lieu d'un ordre sec, fais ça. Demandez « Que penses-tu si on essayait telle approche » ou « Comment pourrait-on régler ce problème selon toi ?» Ça responsabilise, non? Énormément. Ça stimule la réflexion, la créativité, la coopération. La personne se sent partie prenante de la solution, pas juste un exécutant. Owen D. Young, grand industriel cité par Carnegie, ne donnait, paraît-il, jamais d'ordre direct. Et puis un principe absolument fondamental, peut-être le plus important pour préserver la relation, laissez votre interlocuteur sauver la face. Essentiel. Ne jamais humilier quelqu'un, surtout pas en public, même si on doit pointer une erreur grave, le faire de manière à protéger sa dignité. Les conséquences d'une humiliation peuvent être désastreuses et durables. Le ressentiment reste. Exactement. Préserver la face, c'est préserver la relation et la possibilité de travailler ensemble à l'avenir. Enfin, Carnegie boucle avec des principes qui encouragent louer le moindre progrès et tous les progrès. Encourager, Et rendre les erreurs faciles à corriger. c'est la puissance de l'encouragement. Souligner ce qui va bien, même les petites étapes, ça renforce les comportements positifs, ça bâtit la confiance. La critique constante, elle, peut tuer l'initiative, le potentiel. Il insiste aussi sur l'importance de la louange spécifique. Pas juste « c'est bien », mais
J'ai vraiment apprécié la précision de ce rapport. Oui, pour que la personne sache exactement ce qu'elle a bien fait et puisse le reproduire. Et l'idée de donner une belle réputation à mériter. C'est un peu l'effet Pygmalion, non? C'est tout à fait ça. Si on traite quelqu'un comme s'il avait déjà les qualités qu'on aimerait le voir développer, par exemple être méticuleux, responsable, il aura tendance à vouloir se montrer à la hauteur de cette réputation positive. Ça peut être un levier de changement très fort. Et le tout dernier principe, rendre les autres heureux de faire ce que vous suggérez. On boucle la boucle, on revient à l'idée de susciter le désir. Exactement. Il s'agit de lier l'action demandée à un bénéfice, un intérêt, une reconnaissance ou un sentiment d'importance pour la personne elle-même. Montrer en quoi faire ce qu'on suggère sert aussi ses propres motivations ou aspirations. En résumé, pour être un bon leader ou simplement pour guider quelqu'un, commencer positivement, être indirect et humble dans la critique, poser des questions, préserver la dignité, encourager, croire en l'autre et lui montrer son intérêt à agir. C'est une bonne synthèse des lignes directrices de Carnegie, toujours en gardant en tête être sincère, savoir clairement ce qu'on veut obtenir, être empathique, identifier les bénéfices pour l'autre et bien formuler sa demande. Bon, on a fait un sacré tour d'horizon, c'est dense mais très concret. Maintenant, la question qui fâche peut-être un peu. Ce livre, écrit en 1936, avec ces exemples qui sentent parfois la naphtaline, ces histoires de vendeurs un peu stéréotypés, est-ce que ce n'est pas, au fond, un simple manuel de manipulation? C'est la critique récurrente. Et elle n'est pas totalement infondée si et seulement si on prend ces principes comme de simples techniques, des recettes à appliquer froidement, mécaniquement, sans sincérité derrière. Si l'intention n'y est pas. Exactement. Si on sourit pour mieux tromper, si on écoute juste pour trouver la faille, si on flatte pour obtenir quelque chose sans le penser, alors oui, on tombe dans la manipulation. Et en général, ça finit par se voir et par se retourner contre nous. Mais alors, pourquoi ce livre a-t-il traversé presque un siècle et continue de parler à tant de gens? Qu'est-ce qui fait sa force, malgré tout? Je pense que c'est parce que, au-delà des techniques parfois un peu datées dans leur formulation ou leurs exemples, les principes psychologiques fondamentaux qu'il met en lumière, eux, restent incroyablement pertinents. Lesquels, par exemple? Le besoin viscéral d'être reconnu et apprécié. L'impact dévastateur de la critique sur l'ego. L'importance capitale de l'empathie, de se mettre à la place de l'autre. Le désir de se sentir important. Ce sont des vérités humaines quasi universelles. Carnegie a eu le génie de les compiler, de les illustrer de façon simple et accessible. Donc, l'inspiration, elle est là, dans ces fondamentaux. Oui, si on choisit d'appliquer ces principes avec une intention sincère, avec un réel désir de mieux comprendre les autres, d'améliorer la qualité de nos interactions, de réduire les frictions inutiles, alors ça peut être un outil de transformation personnelle et relationnelle très puissant. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de cultiver ces qualités en nous. La clé, ce serait donc vraiment l'intention, la sincérité. Pas juste appliquer des trucs, mais développer une attitude globale de respect, d'écoute, de bienveillance, de compréhension. C'est exactement ça. Le livre propose une boîte à outils. À nous de choisir comment on s'en sert. Pour construire des ponts ou pour manipuler. Utiliser avec intégrité, ces outils peuvent vraiment nous aider à avoir des relations plus fluides, plus harmonieuses, que ce soit au travail, en famille, avec nos amis. En résumé, le message intemporel de Carnegie, si on le filtre avec sincérité, c'est peut-être simplement ça. Comprendre et respecter l'autre est la clé des relations humaines épanouies et efficaces. Et le potentiel d'amélioration est énorme. Pour chacun d'entre nous, si on décide de faire cet effort conscient, au quotidien, de se décentrer un peu de soi pour s'intéresser vraiment à l'autre. Pour finir, peut-être une question pour aller un peu plus loin. Dans notre monde aujourd'hui qui est si complexe, si rapide, parfois si divisé, qu'est-ce que ça demande au fond, la vraie compréhension d'une autre personne? Au-delà des techniques, qu'est-ce qu'il faut aller chercher en nous et chez l'autre pour vraiment se rencontrer? C'est une vaste question. Une excellente question pour continuer la réflexion. Voilà. Matière à penser. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette exploration de comment se faire des amis.